Un jour je suis né, depuis j'improvise. Voilà ma vie résumée en une phrase. Salut à toutes et à tous, je suis Pascal Laurent, comédien, dramaturge et improvisateur au sein de la LIFI, la Ligue française d'improvisation, depuis sa création en 1987. J'ai eu la chance et l'immense honneur de côtoyer les plus grands improvisateurs des deux côtés de l'Atlantique et, pour la plupart, de partager la patinoire avec eux. Avec mes invités, nous allons parler, jaser, de l'improvisation théâtrale d'un point de vue historique, technique, artistique, mais surtout humain. Et par extension, de ce qu'elle a apporté aux artistes qui l'ont pratiquée et dans quelle mesure elle a pu transformer leur vie. Aujourd'hui, pour les aventuriers de l'imaginaire, je reçois un artiste incontournable du monde de l'impro. Mon invité du jour est metteur en scène, directeur de la compagnie Triton Théâtre et un des maîtres de cérémonie emblématiques de la Ligue française d'improvisation, Michel Alban. Avec lui, nous allons jaser impro évidemment, mais pas que. C'est aussi l'homme de théâtre passionnant et passionné qui va nous parler de ses débuts et sa découverte du monde théâtral, grâce notamment au Théâtre du Soleil, de son travail et de sa vision en tant que directeur de compagnie, mais aussi de son engagement politique et social au sein d'un syndicat pour la défense des petites compagnies et du statut des intermittents du spectacle. Salut Michel. Bonjour Pascal. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ouais, je te remercie d'être venu ici. Alors juste pour les gens qui nous écoutent, ils risquent peut-être d'avoir de temps en temps un coq qui chante, donc ne vous inquiétez pas, je suis à la campagne chez Olivier Lecoq justement, c'est pas lui qui chante, et sa femme Cécile Adam, et là je reçois aujourd'hui donc Michel qui est venu nous rejoindre. Tu t'habites pas très loin d'ici, c'est ça? Toi t'es à combien? Je suis à 1 heure d'ici quand même. Une heure. Ah ouais, okay. ouais. Merci d'avoir. Je suis dans les Yvelines, et là nous sommes, il faut le dire, dans l'Eure-et-Loire. Voilà. On est en Eure-et-Loire, voilà, donc t'as fait ton petit chemin des Yvelines à l'Eure-et-Loire pour venir nous rejoindre ici et participer à cet épisode des aventuriers de l'imaginaire. On se connaît bien, Michel, hein, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ça fait combien de temps, toi, tu fais de l'impro et comment ça a commencé pour toi? Écoute, l'impro, j'en avais fait comme tous les comédiens qui se forment sous forme d'exercice, dans des cours, dans des ateliers quand j'étais très jeune. Et pour en venir à l'impro telle qu'elle est pratiquée et telle que je l'ai faite dans les matchs d'improvisation, je l'ai découverte, je crois que c'était en 1988 ou 89, en allant voir un match d'improvisation. À l'époque, c'était le Phénomène parisien, et je suis allé pour la première fois à l'Escalier d'Or voir un match d'improvisation avec la LIF, et j'avoue que ça m'a... Oui, c'était très surprenant. J'ai pas tout compris. J'ai vu des choses. C'était très surprenant. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. Et puis dans ma compagnie de théâtre, où il y avait pas mal de gens à la fois amateurs et professionnels, parce que ça se croisait. Alors c'est toi, t'as eu plusieurs compagnies. On parle de laquelle? C'est les 7 lieux. Le théâtre de 7 lieux. Ouais, ça c'était en 1988-89. Des gens ont dit tiens, ça serait bien qu'on fasse des matchs d'improvisation. Et on a dit pourquoi pas, faisons ça, et à plusieurs on s'est un petit peu renseigné et on a fait ça un peu de manière sauvage au début, mais des gens l'ont su, et on nous a dit oh là là, vous pouvez pas faire ça n'importe comment, il faut vous rapprocher de gens qui font ça très bien, justement dans les Yvelines, puisque ma compagnie était à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. Il y a des gens qui font de l'impro, qui font un championnat d'improvisation, il faudrait que vous les rencontriez, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers vraiment des matchs d'improvisation. Et la première personne que j'ai rencontrée vraiment, c'était Olivier Lecoq, justement, qui avait monté avec quelques-uns un championnat d'improvisation théâtrale dans les Yvelines, qui s'appelait le City, C-I-T-Y, qui rassemblait 5 ou 6 équipes des Yvelines, et qui nous a dit constituez une équipe et vous participerez au championnat. Donc on a monté une première équipe, faite avec des comédiens professionnels
professionnels et amateurs, et c'est comme ça qu'on a débarqué là-dedans. Moi, j'avais pas vraiment un rôle. Moi, je me sentais pas capable vraiment d'improviser comme ça en spectacle. Et puis très vite, il y a eu besoin pour ce championnat. Quelqu'un a fait défaut, je sais plus, d'un maître de cérémonie, et on m'a dit mais t'as la tête pour faire ça, tu serais très bien en maître de cérémonie, tu veux pas le faire? Et je pense que c'était Olivier aussi, et Olivier Lecoq, et c'est comme ça que je me suis retrouvé maître de cérémonie, voilà. Oui, parce que t'as été maître de cérémonie pendant longtemps, hein, depuis, je pense 1990 jusqu'à peu près 2010, 2015. C'est ça. Et puis je le fais encore de temps en temps quand on me demande, mais je l'ai fait régulièrement partout, voilà, dans des ligues professionnelles, dans des ligues amateurs. Voilà, c'est quelque chose que je pense je faisais pas trop mal, et on m'a demandé, voilà, de venir faire ça un peu partout. Quand tu commences l'improvisation, tu dis, tu fais ça avec une bande de copains, des gens comme ça, parce que vous avez vu ce truc-là, ça vous a allumé, vous le faites. Il y a personne pour vous former au départ, donc vous faites un petit peu ça comme ça, quoi, à l'arrache. À l'arrache, ouais. On avait pris des conseils un peu, voilà, en regardant les gens, mais on a vraiment fait ça à l'arrache, voilà, en se formant. Quelqu'un a dit, bah moi je voudrais être coach, ça m'intéresse, voilà, suivant un peu, et j'ai bien conscience qu'au début. Toi, quand tu commences, tu le fais en tant que comédien, en tant que. Ouais. Alors je pense que quelqu'un nous avait donné des exercices, des choses comme ça. On a cherché aussi beaucoup, hein, et on a fait des ateliers, on s'est entraînés ensemble, voilà. Et sur les matchs, on envoyait quand même les meilleurs, hein, voilà, pour faire l'équipe. Donc tu deviens, tu trouves ta place en tant que maître de cérémonie, ça te plaît bien, et puis du coup, doit pas y en avoir beaucoup à ce moment-là. Non, on est très peu. Parce que je pense que les gens voulaient jouer surtout. C'est ça. Et moi, c'est un rôle qui m'allait bien, parce que moi, j'avais fait quelques années auparavant de la radio, dans les années 80, au moment des radios libres. Hein. J'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, et c'était quelque chose qui, je trouvais que ça avait enfin moi j'aime bien le micro, parler, et dans le micro, et c'était un côté, il y avait une petite filiation avec la radio, je trouvais. Ça alliait, disons, à la fois la radio, le côté présentateur, contact avec le public, et puis le côté théâtral, et ça m'allait bien. Ouais. Oui, je me souviens très bien de toi. Pendant des années, tu es cérémonisé au Rue de Boeuf, après partout dans toutes les salles où on s'est déplacé après, à Reuilly Diderot, que ça soit à l'Élysée-Montmartre, tu as participé à tout ça. Et t'étais le maître de cérémonie de la LIFI à une époque, enfin, vraiment clairement. À la LIF, tu as cérémonisé. Bien sûr, oui. Alors après, parce qu'il y en avait d'autres, il y avait le Doc, Lambert, il y avait comment il s'appelle. L'autre grand maître de cérémonie aussi, qui est décédé là, comment il s'appelle, de la LIF. Oui, je crois que c'est pas Henri, mais Henri Delmas. C'est ça. Ouais, qui a été le premier maître de cérémonie de la LIF. Alors moi, la LIF, ça a été dans la deuxième vague, quand la LIF est revenue au Bataclan. Il y a eu 2 vagues, hein. Première vague, deuxième vague. Là, on m'a demandé de venir. On était, je pense, 3 maîtres de cérémonie. Il y avait Marc Géraud aussi, qui était également maître de cérémonie. Henri. Dont on vient de parler. Henri Delmas. Et puis Patrick Lambert, voilà. Il y avait Doc aussi, je me souviens, ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans, justement, parce que tu t'improvises pas, mais en même temps, tu improvises quand même aussi. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le fait, tu nous as expliqué un petit peu que tu es un homme de radio, tu as commencé comme ça, mais comment tu trouves ton plaisir au fil des années à continuer à faire ça? Je trouvais que c'est quand même un personnage, le maître de cérémonie. C'est vrai. On l'entend, il a 2 moments, hein, dans le match d'improvisation. Il a le début et la fin. Quand il interviewe les capitaines. Là, ouais. Et le début, l'introduction. Donc ça m'amusait à chaque fois d'écrire un texte aussi. Il y avait un texte que je peaufinais. En général, je passais un peu de temps quand même là-dessus pour écrire le texte. Donc ça, c'est 2 moments-là où on parle, où on s'exprime avec le public qui écoute. Et moi, j'ai toujours dit que j'avais une position de spectateur privilégié au match d'improvisation, parce que je suis vraiment au premier rang, quoi. Et il y a un côté spectateur. Oui, moi, enfin, quand je vois les gens improviser, faire des histoires. Enfin, moi, je suis comme un peu un gamin quand je regarde ça. À la fois, je suis dans le spectacle, mais je suis spectateur aussi. Je suis assez fasciné par ce que je vois. Ouais. En général, pas toujours.
parfois ça peut être moins fascinant, mais c'est ça me fascine. Ouais. On parle pas beaucoup aussi du staff, c'est-à-dire que le staff, c'est le maître de cérémonie, l'arbitre et ses assistants, et éventuellement, j'imagine le musicien aussi en fait partie, oui. De tout ce qui est autre que les improvisateurs, exactement. Et c'est important dans le sens aussi où ça dynamise le spectacle. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment important le staff dans un match? Je pense que ça cadre. Oui, c'est le cadre. On s'est toujours efforcé justement que ce soit à la LIF, à la LIFI, dans les matchs professionnels et amateurs, parce qu'on insistait aussi beaucoup là-dessus, pour que le staff soit vraiment un staff de qualité, c'est-à-dire que l'arbitre soit un arbitre très professionnel, qui joue vraiment à fond son rôle d'arbitre, et que le maître de cérémonie aussi soit quelqu'un de très très pro aussi, cadre le tout. L'idée, c'est que le spectateur s'y retrouve à chaque fois. Je trouve que dans un match d'impro, ce qui est bien, c'est qu'il y a les règles, il y a le jeu, mais tout le cadre du jeu doit toujours être le même. Et moi, je trouve que ça, c'est très important. Ça a été écrit comme ça a été fait comme ça. Il faut que ce soit respecté tel quel. Parce qu'on a vu des dérives, on a vu des maîtres de cérémonie habillés en bonne sœur. On a vu, on a vu plein de choses. C'est autre chose. Toi, t'étais du genre un peu costard, ouais, ne pas. Voilà. Après, j'ai lâché un petit peu le nœud-pape, j'ai mis des cravates ou pas, mais j'étais très, oui. Je trouve que ça fait vraiment partie du cérémonial. Il y a tout un cérémonial, tout un rituel. Un côté sérieux. Il faut respecter. Oui, sérieux. Oui. Le maître de cérémonie, il est sérieux. Oui, il est pas là pour rigoler. Non, ceux qui font rire, voilà. C'est les acteurs, mais le protocole, vous êtes les garants aussi d'une certaine tenue du match. Bien sûr, du jeu, du match. Oui. On doit respecter certaines règles. C'est fait comme ça. Les créateurs du jeu l'ont pensé comme ça, et ça, j'étais très attaché à ça. Et on m'a demandé après de venir faire des formations aussi de maître de cérémonie, parce que dans des ligues amateurs, dans d'autres endroits en France, ils avaient des maîtres de cérémonie qui savaient pas trop comment faire. Alors justement, quand tu fais de la formation de maître cérémonie, tu fais quoi exactement? C'est quoi déjà, faut qu'ils connaissent bien le jeu déjà. Le jeu déjà, oui, parce que certains connaissent pas les moments où ils interviennent. Voilà, déjà c'était ça, leur expliquer le déroulé, comment ça se passe, parce que c'est un peu compliqué quand même quand on sait pas. Il faut bien savoir. En plus, le maître de cérémonie il doit être très réactif. Il a le contact avec l'arbitre pendant le match. Il note les fautes qui sont sifflées en cours, qui sont sifflées pendant le match. Il est garant du temps aussi, de l'improvisation. Il a quand même un rôle pendant le match. Donc, il y a toutes ces petites choses-là qu'il faut saisir. Il y a un côté un peu, il doit pas s'endormir pendant le match, le maître de cérémonie, et pas être seulement spectateur. Il est spectateur, mais il doit quand même regarder ce qui se passe, parce qu'il a quand même un rôle à la fin de chaque improvisation où il doit annoncer les fautes, où il doit suivre le score. Enfin bon, c'est quand même un rôle actif. Oui, il relance, il dynamise en fait. Il prend la parole. Alors après, au fur et à mesure des années, on a un petit peu évolué sur le rôle du maître de cérémonie, parfois pendant les temps de caucus, pendant les temps où les joueurs se les 20 secondes de caucus, les 20 secondes. Parfois, le maître de cérémonie pouvait faire un petit commentaire sur le thème ou expliquer certaines choses. Il a un côté pédagogue aussi, le maître de cérémonie, pour expliquer au public ce qu'il sait pas forcément, quoi. Et ça aussi, c'est le rôle de l'arbitre. Je crois que le couple arbitre maître de cérémonie, ça doit vraiment bien fonctionner. Ouais, mais il faut pas, je comprends ce que je veux dire, il faut pas en faire trop non plus, parce que j'ai les souvenirs aussi, on a eu à une époque Jean-Luc Reichmann qui a été maître de cérémonie, mais lui c'est un homme de télé, il était connu et tout, et des fois je trouve que il déconnait un peu sur les impros, pas pendant mais après, et du coup ça sortait un peu du cadre, enfin moi je trouvais, c'est ma réflexion à l'époque, et je trouvais que il était bien, c'est pas le souci, mais du coup ça décrédibilisait un petit peu le côté le cadre du match d'impro, parce que pour moi c'est pas les méchants, mais quelque part l'arbitre, le maître de cérémonie, ils peuvent pas faire trop de jokes. Ça c'est les comédiens qui doivent les faire, c'est au cours des improvisations. Et au contraire, moi j'ai l'impression que plus le staff est rigide entre guillemets, plus il est carré, professionnel, plus on déconne pas avec ce truc, et plus à l'intérieur on peut y aller, on peut se lâcher.
Justement, on dit maître de cérémonie, on dit pas animateur. Exactement. C'est pas un animateur, c'est un maître de cérémonie. Alors c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut peut-être être parfois frustrant parce qu'il y a quand même, ce que je disais tout à l'heure, un cadre où il faut respecter certaines choses et certains sont peut-être tentés de vouloir en faire un peu plus. Ça, je l'ai vu. C'est pour ça que je te disais le côté bonne sœur, le côté déguisement, le côté on va s'amuser, voilà. Mais je pense que tel que le match a été défini et existe, c'est pas ce rôle-là, c'est pas un animateur, c'est un maître de cérémonie, on l'appelle comme ça, voilà. Parce qu'on lui donne quand même une tribune et donc il pourrait être tenté de J'avais une image, moi quand j'étais gamin, je voyais des matchs de boxe ou des matchs de catch et il y avait toujours quelqu'un qui présentait le spectacle de boxe ou de catch à un type avec justement, le micro qui descend. Ouais, et je pensais toujours à ça, quoi. J'avais cette image, c'était très très sérieux, quoi. Voilà. Donc pas d'animation, non. Ouais. Toi, tu découvres le théâtre. J'ai vu un petit peu ta bio assez tôt, hein, dès l'âge de 8 ans. À 8 ans, ouais. Et tu découvres ça dans des ateliers pour enfants au Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine. Oui, c'est très curieux. Ouais. Ça devait être. Bah, écoute, si tu veux, moi j'ai eu la chance, c'est une chance de fréquenter pendant ma jeunesse une bibliothèque pour enfants dans mon quartier à Clamart, une bibliothèque qui était la vraie première bibliothèque pour enfants de France. Parce que souvent dans les bibliothèques, tu avais une section pour enfants, mais t'avais pas de vraie bibliothèque. Et bon, je vais pas trop en dire là-dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est une mécène qui était Madame Schlumberger qui a eu cette idée de créer, parce qu'elle avait beaucoup d'argent, une bibliothèque pour enfants dans un quartier populaire. Je vivais dans une cité et elle a décidé elle a eu l'accord de la mairie, elle a financé complètement cette bibliothèque en faisant appel à un architecte de grand renom, en finançant tout, des livres, voilà. Et cette bibliothèque a ouvert en 1965, et moi j'y suis allé à partir de 1967. Au tout début, donc, oui. Au début. Et donc c'était dans ce quartier, on était plein d'enfants à aller là, et il y avait toute une animation autour du livre. Il y avait des ateliers déjà, c'était très précurseur pour ces années-là. Il y avait le club de lecture, alors c'était un peu un apostrophe des jeunes lecteurs. Il y avait le club des jeunes amis des animaux, tu vois, il y avait plein de choses comme ça, et il y avait un club théâtre, voilà. Et donc moi, je sais pas pourquoi, j'ai été voir des enfants jouer un petit spectacle. Au début, quand je suis arrivé dans cette bibliothèque, ça m'a plu, et j'ai dit mais moi je veux faire comme eux. Et donc t'avais 8 ans, tu dis, c'est ça? Oui, j'avais 8 ans, ouais. Et ça m'a, parce que dans ma famille, on allait un tout petit peu au théâtre, mais j'étais plutôt allé au cinéma, j'avais vu très peu de théâtre, et j'ai vu ces enfants jouer, et je me suis dit, je veux faire comme eux. Et la bibliothèque, un jour, nous a emmenés voir, ça c'était, je crois, en 1968, avant les événements, peut-être, je sais plus où, 67 ou 68, un spectacle pour enfants qui s'appelait Jérôme l'arbre sorcier et la tortue, qui était monté par le Théâtre du Soleil, donc c'était les premières années du Théâtre du Soleil, et c'était Catherine Dasté, qui était une grande dame du théâtre. Oui, qui est la maman de Christophe Allwright. Là, et la femme de Graham Allwright, et la fille de Jean Dasté, et de Marie-Hélène Dasté, toute cette lignée. Et donc, elle avait monté ça avec des enfants d'une école, elle avait écrit le spectacle avec les enfants d'une école de Sartrouville. Et donc le Théâtre du Soleil s'était emparé du texte et jouait ça. C'était très coloré, avec plein de costumes colorés. Et donc j'ai été voir ce spectacle. Et là aussi, ça a été un peu un choc. C'était à Paris, on nous avait emmenés en métro, bus, tout ça, pour aller voir ça. Et les dames qui dirigeaient la bibliothèque ont dit, tiens, ça serait bien que les comédiens viennent dans la bibliothèque, puisque vous êtes quelques-uns à faire du théâtre dans la bibliothèque, on va demander aux comédiens de venir. Donc ils sont venus à 3 pendant je pense à peu près 5-6 mois, régulièrement tous les samedis après-midi, faire un atelier. Donc ils étaient 3 comédiens. Il y en a un qui est devenu très connu, qui s'appelle Mario Gonzalez, qui a été un homme au Théâtre du Soleil, et puis après qui a fait beaucoup de théâtre masqué. Ouais, puis qui a travaillé aussi à l'école de Lecoq, justement. Oui. Et il y avait un autre qui s'appelait Georges Bonneau aussi, qui était aussi au Théâtre du Soleil, et puis une femme, j'ai oublié son nom, elle s'appelait Mireille. C'était vraiment les premiers du Théâtre du Soleil, et donc
donc on a eu ça pendant 6 mois. Voilà, des formations comme ça. C'est assez. Enfin voilà. En plus, ils nous faisaient faire des choses qu'on n'avait pas. Nous, on faisait ça du théâtre entre enfants. Personne nous dirigeait vraiment. Hein. On essayait de se débrouiller. Il y avait peut-être une bibliothécaire qui nous aidait un peu. Et là, tout d'un coup, ils nous ont ouvert un autre univers. Je me rappelle qu'on travaillait sur des animaux. On faisait des personnages. Enfin, c'était très nouveau, quoi. Alors toi, dans ta famille, tu viens pas du tout d'un milieu théâtral. Dans ta famille, ça t'a pas de... Non, moi c'est un milieu ouvrier, hein, voilà. Et je n'avais aucune chance de faire du théâtre. En fait, si je n'avais pas été dans cette bibliothèque, je crois que j'aurais jamais fait ça, quoi. Ce qui est marrant, c'est que ça, en fait, c'est des concours de circonstances, c'est des rencontres, parce qu'il y a ça là, pareil, la rencontre de l'impro, puis d'autres choses qui ont dû découler d'Imagine, qui ont fait de toi un artiste alors que t'étais pas forcément prédisposé à le devenir. Alors cette bibliothèque, je peux dire que ça, on est quelques-uns comme ça, on se voit des fois, la bibliothèque existe toujours, elle a été très menacée, on s'est battu pour qu'elle subsiste. Là encore, moi je trouve qu'elle est encore menacée parce que c'est très compliqué, mais la famille Schlumberger finance toujours. Maintenant, en plus, le ministère de la Culture s'est très vite intéressé au projet. Quand il a vu que ça marchait, l'État s'est mis aussi sur les rangs. Mais bon, c'est toujours menacé quand même. C'est pas simple. Elle existe toujours. Et ça a changé ma vie complètement, quoi. Et souvent, les gens, la fondatrice de la bibliothèque, la première directrice, qui s'appelait Geneviève Pat, m'appelait de temps en temps. Dès qu'il fallait parler de la bibliothèque, elle m'appelait, elle me disait « Tu veux pas venir parler de la bibliothèque ?» Alors, j'étais un peu la personne référente, quoi. La bibliothèque a changé ma vie, quoi. Tu fais partie un peu des membres fondateurs de ce truc-là, voilà, c'était ça, oui, des premiers lecteurs qui étaient... Mais enfin, j'étais pas le seul, il y avait beaucoup de lecteurs. Et ça m'a ouvert un monde. On avait des gens qui venaient du monde entier voir la bibliothèque. Et alors le principe, on demandait aux enfants de faire visiter leur bibliothèque aux visiteurs. Donc on voyait, mais c'était impressionnant. Moi, dans ma cité, on voyait des Américains qui arrivaient, des Japonais, des gens de tous les pays qui venaient voir ça, parce que c'était quand même un phénomène. Il y a eu plein d'articles, il y a eu des télés, il y a eu parce que l'architecture aussi était très intéressante. C'était une architecture avec des cylindres. L'architecte qui s'appelle Gérard Turnauer, c'était un élève de Le Corbusier, et c'était une très belle architecture. Madame Schlumberger avait dit « Je ne veux que du beau pour les enfants ». Donc, c'était... Et elle venait aussi, Madame Schlumberger venait, elle faisait des voyages, et elle venait nous montrer, à l'époque c'était des diapositives de ses voyages. Donc elle avait été au Japon, elle avait été au Kremlin, elle nous avait montré des photos du Kremlin, et c'était une petite dame comme ça, très... Mécène. Oui. Non, je trouve ça fantastique, quoi. Et ces petits-enfants ont continué ce mécénat. Voilà, c'est chouette. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. C'est important. Oui. Les Schlumberger ont fait. Oui. C'est une famille protestante mécène, voilà, et elle a fait d'autres choses aussi. Je crois qu'elle a fait aussi une bibliothèque en Grèce. Elle a fait. Voilà, c'était une vraie mécène. À partir de quel moment tu décides d'en faire ton métier? Alors, parce qu'après tu montes cette compagnie du 7 lieux, mais avant, on avait fait une première compagnie en amateur à Clamart avec des amis. En fait, j'ai toujours fait du théâtre comme ça en amateur avec des copains. On faisait des petits trucs. Et puis un jour, on s'est dit on va faire une association. Donc on va faire une troupe amateur à Clamart. Donc c'était Alors c'était compliqué aussi parce que la ville nous donnait une petite salle. On répétait, on jouait dans une salle des fêtes. Enfin bon, il y avait pas de centre culturel encore à l'époque à Clamart. Donc c'était un peu avec les moyens du bord, mais on s'amusait, on faisait tout de nos mains. Moi, j'ai jamais conçu le théâtre autrement qu'en compagnie, hein. C'est-à-dire où on fait tout, on s'occupe des costumes, on s'occupe des relations publiques. C'était peut-être comme ça le Théâtre du Soleil qui avait et ces messages, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, pour moi, la compagnie, c'est très important. Et je crois que dans les matchs d'impro, j'ai retrouvé ça aussi, parce que c'est comme un travail de compagnie. C'est une famille de comédiens qui se retrouvent pour monter quelque chose, pour jouer. Et il y a ce côté-là aussi. Ce côté famille, cocon. J'ai été faire des castings, hein, comme tout le monde, et ça m'a pas convenu, quoi. Ça, jeter dans la fosse aux lions, ça m'effrayait, quoi. Je me sentais complètement seul, perdu, face à des gens qui étaient
qui étaient des ogres parfois, qui faisaient passer les castings, et ça, c'était pas mon truc, quoi. Moi, ce qu'il me faut, c'est travailler avec des gens, faire tout. Et Dieu sait si quand tu as une compagnie, tu fais beaucoup de choses, tu portes des décors, tu en fabriques, tu peins, tu travailles sur des costumes, grâce au théâtre, mais j'ai fait plein de métiers, quoi. C'est assez fantastique. Et alors j'ai vu que t'as beaucoup monté de spectacles, notamment des spectacles contemporains. T'as travaillé, t'as du Vitrac, Lagarde, Stardieu, Brecht, Queneau, etc. T'aimais bien ce genre de théâtre? Ouais. Tu t'es orienté. Ouais, alors il y a quand même une étape que je ne t'ai pas dite, c'est que si tu veux, dans ma famille, tout le monde m'a dit ne fais pas de théâtre, n'en fais pas ton métier. J'ai eu ça aussi. Moi. C'est très tu ne connais personne, tu es un pauvre, tu n'as pas la carte. Reste pauvre. Reste. N'aie pas d'ambition. Voilà. Et donc j'ai passé le concours de l'école normale d'instituteur quand même. Ça, j'ai fait ça je crois que c'était en 76. Donc j'ai été à l'école normale de Versailles, j'ai fait une formation d'instituteur, maintenant on dit professeur des écoles, et donc j'ai été instituteur. Il y a des animaux ici. Voilà, ça a bougé, mais c'est normal, c'est un chat qui est passé. Il y a des poules, des coqs et tout, mais on a des chats aussi qui viennent, qui sont curieux et qui se baladent dans les fils. Voilà, merci. Donc oui, t'as été professeur des écoles. J'ai enseigné en fait pendant 3 ans, 4 ans. Puis j'ai senti que c'était pas vraiment mon truc. Donc tu es à l'Éducation nationale. Voilà, j'ai été à l'Éducation nationale. Puis après j'ai travaillé au Centre national de documentation pédagogique où je me suis occupé de cinéma et de vidéo. Et quand on faisait l'école normale, puisque les études étaient payées, on devait 10 ans à l'État. Donc en fait j'ai fait 10 ans, voilà, j'ai fait mes 10 ans et ensuite j'ai dit je pense que je vais arrêter. Donc t'as démissionné. Voilà, j'ai démissionné, je me suis consacré qu'au théâtre, voilà. Mais donc pour en revenir aux auteurs, j'avais pas une fibre, le théâtre contemporain m'intéressait plus que le théâtre classique. J'ai fait très peu de théâtre classique. J'ai fait un Beaumarchais. Le Barbier de Séville, mais j'ai quasiment jamais monté de classique. Voilà, je trouvais ça plus intéressant de parler du monde actuel, des auteurs du XXe siècle, XXIe siècle m'intéressaient plus que les auteurs classiques. Voilà. T'es auteur aussi, t'as monté tes propres pièces? Alors j'ai adapté des pièces et j'ai écrit une pièce sur un sujet qui me tenait à cœur, qui était les maîtresses d'école, que j'ai monté avec ma camarade Claude Maillon. Que Claude tu connais Maillon, également aussi. J'ai joué avec elle. Parce que tu as joué avec elle. Et donc, on a fait un spectacle qui s'appelait Maîtresses, sur les maîtresses d'école. Il y avait 8 maîtresses, c'était des portraits de maîtresses d'école. Voilà, parce que j'avais vu tellement de choses dans l'éducation nationale. Alors, c'était pas un spectacle critique sur l'éducation nationale. Hein. Oui, c'était un spectacle de témoignage, sur ces femmes que j'ai pu croiser. En général, c'était que du vécu. Et puis Claude aussi, qui avait fait aussi des ateliers dans les écoles aussi, avait des choses à dire aussi, donc on a travaillé là-dessus. Et puis les autres textes, oui, c'était des adaptations de contes ou de livres, voilà. Parce que j'ai fait quand même aussi pas mal de théâtre jeune public aussi. Oui, j'ai vu, t'as monté du Gris Paris, Roald Dahl, Oscar Wilde, voilà. Tout ça. Ouais. On a monté, alors ça c'était, personne le connaissait vraiment, on a été très précurseur. Charlie et la chocolaterie, qui était un roman de Roald Dahl, ça devait être en 90-91. À l'époque, le livre avait pas le succès qu'il a maintenant, puisque le cinéma s'en est emparé. D'ailleurs, on a été limite parce que, pour la petite histoire, on a eu les droits limite parce qu'on a eu les droits au moment où la Warner a racheté tous les droits des livres pour jeune public de Roald Dahl. Ouais, James, la pêche géante, ce genre de choses. La Warner a tout racheté en pensant, je pense, un jour monter des films, et donc on nous a dit vraiment vous êtes limite, mais vous aurez les droits quand même pour faire votre spectacle, mais voilà. Après, ça n'aurait pas été possible. Et j'étais étonné, je me disais mais le film a été fait bien des années après nous. Je sais pas en quelle année est sorti Charlie et la chocolaterie, et je me disais mais ils vont pas le faire, ils le font pas. Et un jour le film est sorti, mais il faut savoir que la Warner a tous les droits de Roald Dahl.
D'accord. Pierre Gripari, j'imagine, a monté les contes de la rue Broca. Les contes de la rue Broca, qui était aussi à l'époque au ballet, tout ça, là, c'est ça. Peu connu, oui, voilà. Et ça, c'était, j'aimais bien ça, ouais. Et c'était maintenant, bon, enfin, c'est vraiment très très connu. À l'époque, ça l'était un peu moins. Pierre Gripari était venu nous voir. C'était un monsieur un peu particulier, Pierre Gripari. Ouais. À crâne rasé, un peu en contradiction avec ce qu'il écrivait, je trouvais, voilà. Mais bon, mais c'était un beau moment aussi. Oscar Wilde, j'imagine, c'est le fantôme de Canterbury. Non, c'était l'Enfant de l'Étoile. L'Enfant de l'Étoile. Ouais, l'Enfant de l'Étoile, qui est un très beau conte. Ça, c'était un peu une commande parce que j'ai travaillé avec le théâtre Jean Harpe de Clamart et la directrice du théâtre, qui s'appelait Cécile Montechiesi, que je connaissais bien, m'avait dit est-ce que tu veux pas faire un spectacle, un thème sur la lumière, voilà, pour les enfants, je voudrais qu'on parle de la lumière. Donc j'ai cherché un conte et je suis tombé sur celui-là, l'Enfant de l'Étoile, qui est un très très beau conte d'Oscar Wilde. Alors, j'ai vu aussi que tu montes la compagnie Triton Théâtre. Ouais. En fait, on a eu des problèmes avec le théâtre de Sept-Lieux, ça arrive, des hauts, des bas. En fait, la compagnie s'est retrouvée en grosse difficulté financière et donc on a dû la dissoudre, voilà. Et donc, on a remonté une compagnie après, voilà. Qui existe toujours. Qui s'appelle Triton Théâtre et dont le siège est toujours à Vélizy. Dans le département des Yvelines, où on a un certain nombre d'accords avec la mairie pour des locaux, des aides. On travaille avec les scolaires de la ville, ça depuis des années. C'est ça. Toi, tu travailles beaucoup aussi avec les scolaires, avec les jeunes. Ouais. Bah ça, c'était mon côté instit, je crois. Puis savoir d'où je viens aussi, parce que je viens de là. Je me suis toujours dit, des gens m'ont fait passer cette flamme, amour, du théâtre, ouais. Je sais pas si on peut parler d'amour, mais en tout cas, c'est ce goût du théâtre. Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours eu le goût de transmettre, de transmettre ça, et de faire ça. Et c'est vrai que le théâtre dans les écoles, on fait ça depuis des années. Et ça m'a paru un peu curieux quand dans un dernier discours, le président de la République a dit il faut que le théâtre soit tous les élèves dans les collèges doivent faire du théâtre. Mais enfin bon, on n'a pas attendu ce discours pour le faire. Il y a énormément de collèges, d'écoles qui font du théâtre avec leurs élèves. Et comment tu relis, toi, alors après, quand tu commences à faire du théâtre, comment tu relis ça à l'impro? Est-ce que tu fais il y a un pont, il y a un lien? On a fait de l'impro avec des jeunes, avec des enfants, plus en exercice quand même, hein. Je trouve ça très compliqué, le match d'impro avec les très jeunes, parce que souvent ils voient ça comme il y a deux équipes, ils voient ça comme un affrontement, on va les gagner. Tu sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas forcément toujours compris le principe aussi et qui se font la guéguerre quand même. Je pense pas, ça c'est qu'une question d'âge. Mais bon, chez les enfants, c'est particulier. Ouais. Et donc c'est du rentre dedans. Ils construisent pas d'histoire finalement. Et donc je suis pas sûr que ce soit très très bien, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut avoir un peu compris comment ça fonctionnait pour se lancer là-dedans. Donc on a fait de l'impro en atelier, hein, mais pas vraiment en spectacle, quoi. On n'a pas fait de spectacle d'improvisation. Moi, je m'en suis beaucoup servi pour travailler sur des personnages, pour construire des histoires, pour créer des ambiances, des lieux, voilà, mais pas en spectacle. Qu'est-ce que je veux dire, dans tes mises en scène et dans ton choix des comédiens, tu as travaillé avec des comédiens improvisateurs aussi. T'as remarqué un peu une différence avec d'autres ou... Non, alors. Il y a une chose quand même qui est assez fantastique on parlait de famille tout à l'heure, quand même dans les matchs d'improvisation, c'est-à-dire que ça a ouvert quand même, ça nous a permis de nous rencontrer et de rencontrer énormément de comédiens. Donc il y a beaucoup de comédiens qui ont travaillé avec moi qui venaient de l'improvisation. Et oui, c'était un vivier en fait, à portée de la main, des gens que tu connaissais. Bien sûr, donc j'ai fait plein de rencontres et après on a travaillé ensemble sur des spectacles. Et on se connaissait en plus, ça facilitait les choses je pense qu'on venait un peu du même endroit, quoi.
Parce que bon, il m'est arrivé de prendre des comédiens aussi. Ça, j'ai fait aussi des auditions. Voilà, quand je cherchais des gens en particulier. Et ça, je trouvais ça rude, quoi. Je disais tout à l'heure que quand on va passer un casting, c'est difficile, mais quand on est de l'autre côté aussi, c'est difficile, parce qu'il faut dire non à certains. Et ça, c'est très difficile. Et je me suis fait insulter d'ailleurs une fois. Un comédien m'a insulté parce que je l'avais pas pris. Voilà, mais c'est le jeu, quoi. C'est le jeu, ma pauvre Simone, comme dirait, je sais plus qui, mais c'est ça. Mais c'est vrai que quand on a vu, et puis bon, je les avais vus jouer aussi, les comédiens d'impro, je les connaissais, donc voilà. Donc c'était, ça facilitait beaucoup de choses, quoi. T'es encore actif avec ta compagnie là? Oui. Alors on a fait, on continue toujours à faire des ateliers. Côté spectacle, on a un peu réduit la voile. Moi, c'est vrai que pendant plusieurs années, je me suis consacré à défendre les compagnies, puisque j'ai été assez actif dans un syndicat de compagnies. C'est ça, j'allais en parler justement de ce syndicat. Le Synavi. Donc c'est vrai que ça a été. Tu nous en parles un petit peu de ça. Ça a été assez chronophage pour moi. Donc j'ai un peu levé le pied sur le montage de spectacles. Pendant 10 ans, en fait, j'ai fait partie de manière assez active, même très active, du Synavi, Syndicat national des arts vivants, qui est un syndicat qui regroupe entre 500, à peu près même maintenant 600 compagnies à travers toute la France, des petites, des grandes, des moyennes, dans tous les domaines des arts vivants, à la fois le théâtre, la danse, et donc, le ce cirque. syndicat a été créé par qui? Alors le syndicat a été créé par des comédiens après la grève des intermittents en 2003. Voilà. Et grosse grève, non? Oui, c'était une grosse grève, 2003. On a fêté d'ailleurs en 2023 les 20 ans du Synavi. Je crois c'était l'annulation aussi du Festival d'Avignon, si je me souviens bien, 2003. Et donc en fait c'est... Et qui devait être un événement quand même, parce que c'est pas souvent qu'il a été annulé. Le in et le off ont été annulés. Et donc c'est né de compagnies qui ont décidé de se défendre, voilà, et de mettre ensemble leurs idées, leurs capacités, ressources, voilà, pour montrer que les compagnies indépendantes existaient. Parce que souvent les compagnies indépendantes ne sont pas forcément reconnues entre guillemets par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que si une compagnie n'est pas repérée, comme on dit, et n'est pas aidée par les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, ou par le ministère en direct, on n'existe pas vraiment, quoi. Beaucoup de compagnies en France existent, font un travail sur le terrain que les gens connaissent pas forcément toujours, que ce soit dans des milieux ruraux, que ce soit dans des petites villes. Il y a des compagnies qui jouent dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des écoles, chez des gens, dans des entreprises, dans des petits lieux aussi. Il y a ce qu'on appelle les lieux intermédiaires indépendants. C'est des gens qui font un travail extraordinaire, qui accueillent des petits spectacles ou des gros ou des moyens. Petits spectacles, ça veut pas dire mais c'est petits spectacles, c'est des spectacles avec peu de comédiens. Oui, une souvent, petite forme. Voilà, des petites formes. Ça veut pas dire décor, voilà, mais ça veut pas dire c'est pas péjoratif. Voilà, c'est pas péjoratif. Et il y a un foisonnement comme ça partout, et ces gens sont pas forcément reconnus. Donc voilà, l'idée c'est de faire reconnaître ces gens-là qui font vraiment un travail sur le terrain, et qui font partie du tissu social et culturel d'un pays, et qui sont pas dans une industrie culturelle, dans une marchandisation de la culture, qui croient toujours et qui font ce travail. Souvent, si elles n'existaient pas, il y aurait rien, quoi, dans certains. On se retrouverait peut-être avec un théâtre d'État, mais voilà, ça serait un théâtre privé aussi, ou théâtre privé avec des gros trucs, mais toutes ces petites compagnies qui sont le tissu social et associatif et culturel du pays, qui effectivement sans eux la culture serait un peu plus pauvre, je pense. Et puis souvent elles sont quand même un peu regardées de haut par les gens qui sont dans des lieux, justement dans le théâtre public. Voilà, l'idée qu'on a entendue plein de fois, c'est il y a trop de compagnies, il y a trop de mauvais spectacles, il y a trop de spectacles. Enfin ça on l'a entendu plein de fois. Et souvent ces compagnies survivent quand même. Il faut savoir que c'est difficile quand même. Il faut quand même des gens qui y croient. Alors il y a quand même il faut quand même dire que il y a
une chance en France qui est quand même l'intermittence. Le Sinavi aussi s'est beaucoup battu pour préserver le régime des intermittents. Hein. Bon, le Sinavi, c'est un syndicat d'employeurs, de compagnies, mais qui est souvent géré aussi. Les compagnies sont souvent gérées par des intermittents. Hein. Donc des gens qui ont la double casquette, à la fois d'employeurs et d'employés. Parce que s'il n'y avait pas ce système de l'intermittence, je pense que ça ferait belle lurette qu'il y aurait plus de création en France, c'est clair. Ni de cinéma, ni de rien. Ouais, ben c'est vrai que c'est un système aussi que nous envie le reste du monde. C'est une exception culturelle. Moi, je vis au Canada et bon, les comédiens n'ont pas ça. C'est beaucoup plus compliqué pour eux d'exister en tant qu'artistes. C'est-à-dire, il y en a très peu qui ne font d'ailleurs que ça. Et puis, mais la plupart des autres ont 2-3 jobs à côté. Voilà, c'est vrai que c'est une chance aussi d'avoir pu avoir ce système et de continuer à se battre parce que ça. Du coup, ça a dynamisé la culture et ça a permis un foisonnement culturel qu'on n'aurait pas eu en France s'il n'y avait pas eu ça. Donc c'est vrai que c'est très important. Et je pense qu'il n'y a pas trop de spectacles, il n'y a jamais trop de spectacles. Voilà. Après, le problème, c'est les spectateurs, parce que parfois, on est un peu corporatiste, parfois on s'intéresse pas trop aux spectateurs. Ça, c'est un peu le défaut parfois, parce qu'on est dans notre création. Voilà, chaque compagnie pense avoir fait la meilleure création, et parfois, bon, moi je trouve qu'on s'intéresse pas toujours aux spectateurs. Il faut savoir aussi souvent à qui on s'adresse. Je sais plus les chiffres, mais bon, il y a, enfin bon, le nombre de gens qui vont au théâtre, au spectacle vivant n'est pas toujours, enfin c'est pas les chiffres qu'on pourrait attendre, mais il faut se préoccuper vraiment des publics aussi, je pense, enfin du public. On sait pas qui c'est le public, hein. Souvent au Sinavi justement on disait plutôt les gens plutôt que le public, parce que le public c'est une espèce de masse comme ça, on sait pas rien qui dire, c'est, voilà. Vraiment, oui. Mais les gens, voilà, les gens auxquels on s'adresse, quoi, voilà. C'est très important, quoi. Toi, dans ta compagnie là, t'as des gens qui te suivent régulièrement. Ah oui, il y a des gens qui nous suivent, oui. À Vélizy, quand on a fait les matchs d'improvisation à Vélizy, c'était, on avait vraiment des fans qui nous suivaient tout le temps, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Grâce aux enfants aussi, quand on fait un spectacle jeune public, les enfants viennent avec les parents, les ateliers, ça permet aussi. Moi, je crois beaucoup au travail sur le terrain. Le mythe du comédien sur son piédestal, non, c'est pas. Quand on travaille en compagnie, on est au contact aussi des gens avec qui on travaille. On n'est pas. Enfin, c'est un métier. Pour moi, ça a toujours été un métier comme un autre. Voilà, on est devant les autres parce qu'on sait faire quelque chose et qu'on amuse la galerie ou qu'on les fait pleurer, rire ou ce qu'on veut. Voilà. Mais c'est pour moi, c'est un artisanat. Moi, je me suis toujours un peu considéré comme un artisan. Voilà, on fait notre truc, voilà, et on n'est pas des stars. Hein. Est-ce que tu aurais imaginé ça quand tu as commencé, là, quand tu as découvert l'improvisation ou quand tu as découvert les ateliers avec Ariane Mouchkine et tout, que 50 ans un peu plus tard, tu en serais là, tu aurais cette... Non, je pense que tu parlais de hasard, de rencontre. Moi, je suis persuadé, enfin, c'est la vie, hein. Voilà, c'est des rencontres. On rencontre des gens. On a envie de faire un bout de parcours avec eux. On a des affinités, on s'entend bien. Il y en a d'autres avec qui on se fâche aussi. Hein. C'est la vie, c'est normal. On les voit moins, on les voit plus, on les revoit. Mais c'est des parcours comme ça. Non, j'aurais jamais imaginé ça. Voilà. Parmi les gens que tu as rencontrés, les improvisateurs que tu as pu croiser à ta gauche, il y a des gens à qui vous êtes devenus des amis. Oui, oui. On parlait de Claude tout à l'heure, mais oui. Oui. Claude, je la connaissais avant l'improvisation. Je la connaissais avant. Ouais, on se connaissait avant. Mais oui, il y a des gens que je vois. Et alors, il y a un phénomène quand même que j'ai toujours trouvé intéressant dans ces matchs d'improvisation. On parlait de famille d'improvisation, famille des comédiens. Bon, ça veut pas dire grand-chose, hein, la famille du théâtre. Mais je pense que j'ai remarqué que beaucoup des gens qui ont fait de l'improvisation en ligue, comme on a pu le faire à la LIFI ou ailleurs, on a toujours un grand bonheur à se revoir. Je trouve qu'il y a quelque chose qui nous lie, je ne sais pas, voilà, c'est la ligue.
mais il y a toujours un noyau de gens et on est content quand on se voit. Voilà, je trouve qu'il y a ça nous a marqué quand même. C'est vrai, c'est comme si on avait traversé un petit quelque chose quand même. C'est Christian Singer qui en parle dans le premier épisode. Il dit on a vécu on a été dans des mondes imaginaires, on a traversé des choses ensemble comme ça. Et il dit ça crée. Et tous les gens à qui je pose la question, effectivement, qui sont comédiens, ont des amis aussi qui sont comédiens, qu'ils ont pu rencontrer dans une pièce ou au détour d'un spectacle et tout, qui peuvent revoir suivant les affinités. Mais en général, tous les gens qui ont été dans une ligne à un moment donné, c'est vraiment des amitiés qui j'ai l'impression un peu plus profondes, qui durent un peu plus longtemps, qui perdurent sur les années, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, tu vois toujours ces gens-là, quoi. C'est quand même assez fou. Oui, c'est peut-être lié à la nature du spectacle aussi. Peut-être. Parce que c'est des choses, il y a un danger aussi dans tous ces spectacles-là, puisqu'à chaque fois on sait jamais ce qu'on va faire. Voilà, bon, même si c'est cadré un peu, mais tout le monde est en danger là-dedans. Oui, t'as pris un risque avec l'autre. Oui, voilà, et peut-être que c'est lié à ça aussi, je ne sais pas. C'est possible, c'est fort possible. Il faudrait peut-être des gens qui pourraient se pencher dessus et réfléchir autour de ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, forcément. Qu'est-ce que toi, quand t'as tout ce que t'as traversé maintenant, tout ce que t'as fait, tes mises en scène, les gens que t'as rencontrés, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou que t'aurais voulu Oui. Alors moi, il y a un truc qui un des regrets, et ça, c'est lié aussi au début, peut-être, le fait que dans ma famille, on n'était pas, on n'était pas artiste, on n'était pas où on poussait pas. Je me suis peut-être parfois pas senti légitime dans ce milieu, c'est-à-dire que je parlais de compagnie tout à l'heure, et il y a des choses que j'ai très mal vécues. C'est par exemple les institutions. Moi, j'appelle ça du mépris quand même. Parfois, j'ai l'impression qu'on a été méprisé par l'institution. Voilà. C'est-à-dire que si on n'a pas la carte, si on n'est pas si on va pas dans les soirées, pas partie des élus, si on fait pas, il y a quand même un côté méprisant. Voilà. Et notamment. Je peux le dire, j'ai été très très oui, ça m'a même freiné un moment quand j'ai monté mon spectacle La Garce, qui a eu quand même un certain succès. On l'a repris 10 ans après avec le comédien, avec Denis Sanglard, et on a eu une critique de théâtre de Télérama qui est venue voir notre spectacle. On va pas la citer, mais j'imagine, voilà, je pense une dame qui a des bijoux qui font bling bling, voilà, et voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas envie du tout de dire son nom, mais tout le monde la reconnaîtra. Tout le monde la reconnaîtra. Et qui a, dans une émission sur France Culture, a descendu le spectacle, mais d'une violence inouïe. Et moi, j'étais là, j'écoutais, je me décomposais, et c'est vrai qu'elle ne me connaissait pas. On était une petite compagnie qui jouions ce spectacle, mais qui avait quand même bien marché et qui avait eu une notoriété quand même. Et elle prenait un malin plaisir à descendre le spectacle. Et bon. Elle ne l'avait pas aimé, mais elle n'était pas obligée d'être méchante et ça m'a vraiment blessé, quoi. Et parfois même quand on dans les premières fois où on va déposer un dossier dans les dracs, tout ça, on est la fleur au fusil, tout ça, puis on voit comment on est accueilli. On dit voilà, c'est tout est fait pour mal nous accueillir, quoi. C'est là que tu ressens le mépris dont tu parlais aussi. Un certain mépris, un certain dédain. Tant et si bien qu'après, et je connais plein de compagnies qui ont fait ça, on dépose même plus de dossiers. Mais après, on vous dit, quand on rencontre ces gens, si on les croise, ils nous disent, on vous connaît pas. Ben non, mais vous ne nous connaissez pas. Vous n'avez pas envie de nous connaître. Je suis pas sûr que vous ayez envie de nous connaître. C'est ça. Voilà. Moi, je pense que j'ai une énorme liberté, j'ai fait ce que j'ai voulu. Voilà, ça, je crois que c'est hyper important. Les regrets, c'est ça. Bon, voilà, t'as pas la carte, et tant pis. Voilà. Mais peut-être que paradoxalement, le fait de pas avoir ce tampon quelque part, cette légitimité dont tu parlais, ça va peut-être obligé à te battre encore plus fort pour aller de l'avant et de faire des choses. T'aurais
peut-être pas fait. Si tu avais eu beaucoup d'argent, tu serais peut-être rentré dans un certain conformisme, tu serais peut-être devenu comme des gens un peu souvent j'y ai pensé, pas... je me suis dit peut-être que je serais devenu comme eux. Voilà, c'est vrai. Mais je pense que moi dans le théâtre public, j'aurais été quand on est en compagnie quand même si on rame bon tout le monde le sait, on a des problèmes d'argent, on a comment on monte un spectacle, comment on le joue aussi comment on rencontre les gens qui vont venir le voir. C'est difficile, mais on est libre quand même, on a une certaine liberté et ça n'a pas de prix, je trouve. Voilà, quand on travaille dans l'institution, je pense qu'on est un peu moins libre. C'est cette liberté aussi qui t'a poussé aussi vers les matchs d'improvisation, vers ça, parce que on peut pas parler plus de liberté que ça. Ta parole est libre puisque tu sais pas ce que tu vas dire. Voilà, moi j'aime pas les contraintes, ça c'est vrai. Ça c'est pas. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Donc voilà, j'écoute quand même, mais voilà. Certains diront que je suis têtu, c'est vrai, mais je fais un peu, et ça, la liberté, je trouve que ça a pas de prix, quoi, voilà. Ouais. Et après, ces gens de l'institution, on peut leur dire merde, voilà, et c'est bien. Oui, voilà, si t'avais eu un peu plus d'argent, t'aurais peut-être eu plus de moyens pour faire des choses, vous aurez été moins de sueur, finalement, moins de, voilà. Oui, mais il faut rien regretter. Alors après, il y a des erreurs, il y a des choses qu'on réussit, des choses qu'on rate. C'est normal, oui. Ça fait partie du jeu. Mais je trouve qu'il faut être, je suis assez content de ce que j'ai fait, voilà. Même s'il y a des regrets, c'est évident, comme dans tout métier. L'impro t'en fait encore un peu, donc alors maître de cérémonie, on me demande, voilà. L'autre jour, notre ami, je crois qui participe aussi à ce podcast, Lionel Pernet, m'a appelé l'autre jour parce qu'il a fait son 500e match d'improvisation. Donc il m'a dit, et j'ai commencé le texte au début en disant on m'a sorti de la naphtaline, voilà. Donc de temps en temps, je vais encore faire un match d'improvisation. La Ligue d'improvisation des avocats du barreau de Paris, des fois me demande de venir. Voilà. Tu prends toujours autant de plaisir quand tu vas. Oui. Alors je voudrais aussi dire, parce que s'il écoute ce podcast, il serait pas content. Je voudrais rendre hommage aussi à quelqu'un, parce que c'est là aussi qu'on s'est rencontrés, je crois, Pascal, qui est Christian Morvan, qui avait monté la Ligue de Champigny, et qui m'avait vu comme maître de cérémonie et qui m'a demandé de venir faire maître de cérémonie à Champigny, et je suis venu quand même pendant plusieurs années à Champigny le lundi soir dans ce petit centre culturel qui s'appelait Jean Villard à Champigny, et où on s'est rencontrés, où j'ai rencontré aussi beaucoup de gens d'impro qui ont joué aussi à la Lifi après. Et Genestia, des gens comme ça. Marthe Janssen, Nadine Rubus. Voilà, ça c'était mon équipe, l'équipe Île-de-France de Clichy, quand on venait les championnats d'Île-de-France. Voilà. On jouait, il y avait Limay Brévannes, il y avait Champigny, et dans l'équipe parce que je donnais des cours et donc j'avais coaché une équipe, il y avait Scotto Di Carlo, Marc Janssen, Charlotte Léo, Stéphane Perrault, Nadine, des gens comme ça. On s'est rencontrés à Champigny. Et puis ce garçon aussi qui malheureusement nous a quittés, qui était vraiment un ami, Luc Debuire, qui était le musicien. Et voilà, ça c'est les gens. Et surtout Christian qui se donnait à fond pour ses matchs à Champigny, Christian Morvan, voilà, donc... Christian, si tu nous écoutes. Ouais. J'ai eu une nouvelle il y a pas longtemps de lui sur un post sur Facebook. Il avait commenté un truc. Je sais pas ce qu'il devient, Christian. Je crois qu'il habite en Charente-Maritime, voilà, pas très loin de La Rochelle, voilà. Mais je crois que tous les gens à qui j'ai discuté, même ceux qui n'ont plus d'activité, ils sont toujours liés par ça, et s'ils peuvent de temps en temps aller faire un truc comme ça, ils sont vraiment ravis de le faire, d'y aller, parce que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment en eux et qui les a marqués en fait. Oui, c'est évident, il y a quelque chose. C'est quoi tes projets là alors à venir? Mes projets, j'ai un projet que j'aimerais bien mener avant la fin. La fin de quoi? Voilà, je travaille, j'en dis pas trop, enfin je lève des fois quand on me demande. Voilà, j'ai été moi fasciné par la radio et j'aimerais faire un spectacle sur l'histoire de la radio, voilà.
Beau projet. Oui. Et puis sur un personnage aussi qui a fait beaucoup de radio et souvent on me parle de lui parce qu'il paraît que j'ai une petite ressemblance avec lui, Francis Blanche, c'est ça. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, qui ferait partie aussi du spectacle. Et je voudrais rendre hommage. Alors ça sera un spectacle peut-être en plusieurs volets à une femme aussi moi qui m'a fasciné, qui était une grande voix de la radio, qui était Macha Béranger. Oui, bien sûr. Et voilà. Et j'aimerais aussi pouvoir travailler autour de ces entretiens parce que elle a marqué la radio. Justement, quand je rentrais tard le soir des matchs d'improvisation dans ma voiture, j'écoutais Macha Béranger dans la nuit et ça me fascinait dans la voiture comme ça d'entendre Macha Béranger. Oui, parce que c'était très axé sur les rapports de couple, non? Non, pas du tout. Non, c'était quoi? C'était Ménie Grégoire. Ah, ok, je confonds. Ménie Grégoire, elle était sur RTL et elle répondait aux courriers des auditrices et des auditeurs parce qu'il y avait des hommes qui lui écrivaient. D'ailleurs, j'ai des amis qui ont fait un spectacle sur Ménie Grégoire il y a assez peu de temps. Mais non, Macha Béranger, elle appelait ça les sans sommeil, c'est-à-dire les gens de la nuit comme ça qui téléphonait à la radio et qu'elle prenait, elle parlait avec eux pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, voilà. Et chacun racontait ses problèmes, elle les réconfortait, elle apportait du réconfort, elle l'écoutait, c'était une grande voix de la radio. Okay. Et qui est morte il y a une dizaine d'années, voilà, et qui habitait pas très loin d'ici, d'ailleurs, dans les Yvelines, au Perret-en-Yvelines, voilà. Et l'autre jour, voilà, je suis passé devant sa maison, je voulais voir sa maison, et ça m'a, voilà, j'ai vu la maison de Macha Béranger, donc je me suis dit, c'est bon, allez, on y va. Je te souhaite de pouvoir monter ce spectacle et... Voilà, oui, c'est parce que la radio, ça, c'est très important, surtout au XXe siècle, hein, ça a accompagné et ça accompagne encore les gens et historiquement, ça a joué aussi un certain rôle, notamment, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'appel du 18 juin, c'est la radio, hein, et puis, je crois que ça accompagne encore les gens, peut-être moins les jeunes. Maintenant, ce sont plus des podcasts. Hein. Oui, c'est voilà, mais ce que je disais, il y a des statistiques sur les podcasts. Il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent des podcasts. Oui. Effectivement, c'est pas de la radio parce que c'est natif. Alors que les émissions de radio, c'est des rediffusions. Le podcast, c'est plutôt natif, mais sur le principe, on est devant un micro, on parle, on jase, et puis voilà. Et puis la radio, je trouve que ça a un côté, enfin bon, plus peut-être que la télé, fascinant, quoi. C'est une voix comme ça, ça passe par les ondes, c'est un côté magique aussi. Ouais, et puis tu peux écouter les podcasts, tu peux écouter en faisant la vaisselle, tu te mets des écouteurs, pendant ton jogging, ou à la radio, tu écoutes ça dans ta voiture. C'est une espèce de liberté que t'as pas quand tu dois regarder un truc parce que t'es collé sur un écran. Là, tu peux vraiment l'écouter partout. Et donc, j'ai vu des statistiques il y a pas longtemps, et c'est assez impressionnant. Ça fait travailler l'imaginaire aussi. Aussi, je suis d'accord. Écouter ce qu'on appelait avant les dramatiques, ou maintenant on appelle ça, je sais plus la fiction audio. Oui, mais c'est ça. Oui. C'est assez extraordinaire. Quand même. Les maîtres du mystère, t'as dû connaître ça, ou des Arsène Lupin, par exemple, des choses comme ça qui étaient avec des voix comme Henri Vire-le-Jeu, ce genre de personnages, tu vois. Des bruitages, des sons, des oui, c'est ça. Moi, j'adore. Ah oui. Ah oui, ça c'est formidable parce que ça laisse la place à l'imaginaire. C'est comme un livre en fait. Oui, tout à fait. Tu vois, au cinéma, on te donne de l'image, tu la consommes. Bah là, c'est bien, il y a pas de souci, mais tu dois te poser, il faut te prendre le temps de le faire. Tu peux pas faire autre chose et puis on te donne un produit qui est déjà terminé. Alors que quand tu ouvres un livre ou que tu écoutes un podcast, t'as ton imaginaire qui travaille, ou une fiction, voilà. Écoute, ça m'a fait super plaisir de discuter Pascal, avec toi. Voilà, écoute, on a encore un peu de temps devant nous pour des projets. Hein oui, bah ouais, quand même, attends. Et puis je te souhaite que du bien, Michel, que du bon. Écoute, merci à toi aussi. Salut Michel. Et bonne chance pour ce podcast. Merci. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez au plus grand nombre et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu. Dans un prochain épisode, je recevrai un homme de cœur pour qui le mot engagement n'est pas à prononcer à la légère. Improvisateur engagé donc, qui parle sans filtre. On le surnomme parfois Bob le Fêlé. Il est entier et dans ses paroles et dans ses actes. Lionel Lucien Pernet. Mais jusque-là, portez-vous bien et que l'improvisation soit avec vous. Salut!